Bienvenue sur Objectif Reconversion. Moi, c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Alexis. Salut Julien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast-là. On se connaît depuis quelques années maintenant dans une autre vie me concernant. Première chose, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 2 activités. Je suis directeur de casino, d'un établissement de jeu plus précisément sur Paris, le Club Circus. Et j'ai une autre activité. Alors les deux sont assez bizarres, c'est assez atypique. Je suis romancier. Okay, J'écris des romans policiers. Oui, 2 activités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On va y revenir puisqu'on va voir un peu le cheminement. L'objectif de ce podcast, c'est justement de parler de reconversion et de parler d'étapes professionnelles. Toi, t'en as beaucoup. Oui. Pour le coup, je connais un peu le parcours. Je suis pas complètement hors sujet dans cette émission. Donc, on va faire un gros retour en arrière et on va démarrer finalement dans ton parcours scolaire. Quel était ton cheminement au démarrage ? Mon cheminement, écoute, j'ai fait un bac économie que j'ai eu. Ensuite, j'ai fait du droit. 2 ans de droit et je suis parti en compta parce que je voulais quelque chose de très concret. Je voulais pas faire une école de commerce parce que je trouvais que c'était un peu du pipeau, quoi. Je trouvais que je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu faux, ça manquait de consistance, ce que je regrette peut-être un peu. Donc j'ai fait 2 ans de compta et j'ai fait, voilà, c'est tout. J'ai des études assez courtes en fait. Et est-ce que tu avais quand tu étais jeune ou avant, est-ce que tu avais une passion ou quelque chose où tu te disais je veux faire ça, en tout cas j'aimerais devenir ça, comme un peu un rêve de gosse ? Quand j'avais 16 ans, je voulais être rockstar, quoi. Mais j'ai un peu raté ma vie sur ce plan-là. Sinon, c'est marrant parce que quand j'étais gamin, j'avais, 9-10 ans, je m'entraînais j'ai l'impression que je m'entraînais à signer des autographes, quoi. Okay. J'avais déjà l'impression que je serais connu un jour, tu vois. Ok. C'est marrant. Bon, finalement, quelques années après, tu vas pouvoir en signer quelques-uns. C'est arrivé avec la télé, ouais. C'est arrivé avec la télé. Et donc t'as un parcours scolaire assez court et assez standard. Je voulais bosser, en fait. Je voulais vite j'en avais un peu marre qu'on me dise ce qu'il fallait faire. Okay. C'est très prétentieux. Mais j'avais l'impression que je pouvais me débrouiller tout seul et que il fallait que je me lance un peu moi-même. Et donc là, quel est ton premier job, justement, quand tu rentres dans la vie active, tu démarres par quoi ? Alors, mes parents m'ouvrent la porte de leur hôtel, qui est un hôtel à Paris, un hôtel de luxe, et petit à petit, alors je commence valet de chambre, je fais réceptionniste, etc. Et à terme, évidemment, ils me confient la direction de l'hôtel, c'était un peu la logique. Et je fais ça pendant pas mal d'années. Ils achètent d'autres hôtels et j'en dirige 2. Okay. En même temps. Et puis, à un moment, ils me posent la question, ça c'est un grand choix de vie, ils me disent, voilà, est-ce que tu veux reprendre ? Et je dis non. Ce qui est financièrement une énorme erreur, mais j'avais pas envie. D'accord. Et je me sentais pas le faire et je me sentais pas partir dans une vie par procuration et surtout une vie que j'avais envie de tester des choses, de me prouver des choses à moi-même et ça me plaisait pas donc j'ai refusé. Et j'insiste bien, c'était une énorme erreur financière. Ouais, justement, est-ce que maintenant avec le recul, est-ce que ça a été un regret à un moment donné ? Est-ce que tu l'as regretté ? Ouais, il m'est arrivé de le regretter. T'as des moments de doute, t'as des moments où professionnellement t'es un peu dans un creux, où t'as des hésitations et là tu te dis mais pourquoi j'ai pas accepté ça ? C'était sur des rails, tu vois. Mais je crois que faire aussi ce qu'on a envie, c'est tellement important et j'avais vraiment pas envie de suivre ce chemin-là. Donc, non, finalement, franchement, je regrette pas. Et donc là, une fois que tu sors de l'hôtellerie, que tu, entre guillemets, fermes ce chapitre même familial, ouais. Tu sais vers où tu vas aller ? Alors, pas vraiment. Mon père me dit, ça serait bien qu'on aille au salon de la franchise pour voir si on peut pas ouvrir des commerces, des trucs et tout. Mon père est très investisseur, très aventurier dans le business. Et puis je tombe sur une machine qui distribue des cassettes vidéo. On est dans les années 80, on est dans fin des années 90, donc okay. C'est encore d'actualité. Ouais. Et je vois ce truc-là et je me dis, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin de salaire, il y a un tout petit loyer et on peut trouver une rentabilité. Alors, je fais une étude de marché très complexe, parce que c'était beaucoup d'argent pour moi quand même, un investissement de départ important. Et puis, on est 15 seulement, je suis le 15e à avoir ça en France, donc c'est au tout début du truc. Et je mets ça à côté de l'hôtel, puisque je connaissais bien le quartier, et ça cartonne tellement qu'au bout d'1 mois et demi, j'achète un vidéoclub.
Ok. Et en un an, je suis rentable. Ok. Donc, j'ai très, très bien gagné ma vie parce que c'était le seul vidéoclub du 6e arrondissement à Paris. Et donc, je fais mes prix, je fais mes conditions, je fais tout. Donc là, tu découvres en fait je gagne très, très bien ma vie, ce qui me permet après d'acheter d'autres commerces. Et donc là, tu découvres le monde de l'entrepreneuriat. Pour le coup, tu deviens entrepreneur, Ouais. ce qui va changer après, mais tu deviens entrepreneur. Comment justement tu vis cette période-là où, pour le coup, tu as l'air de t'éclater? Alors, en plus de ça, parce que j'ai toujours fait un peu plusieurs choses en même temps, en plus de ça, je continue d'avoir une activité de conseil en hôtellerie. C'est-à-dire que je développe On est sur une période assez bizarre où c'est le début d'Internet et c'est le début de l'informatisation, en 2 étapes évidemment. Et les petits hôteliers indépendants, eux, l'informatique, ça leur fait peur. Ils ont des registres papier, on se remet quand même quelques années en arrière. Hein. Et des boîtes d'informatique, elles poussent comme des champignons. Donc moi, je fais le tri. Okay. Je leur dis, eux, vous pouvez travailler avec eux, et eux, non, c'est vraiment des charlots. Et pareil pour pour Internet. Okay. Donc je surfe sur cette double vague et ça se passe plutôt pas mal. Okay. Après, il n'y a pas de 3e vague. Donc des conseils aux entreprises, des conseils aux hôteliers, voilà, j'en ai plus. Donc heureusement, j'ai mes autres activités et ça me va très bien. J'ai réussi à développer le reste pour compenser. Donc tu as toujours été depuis le début, puisque là tu nous l'as dit, aujourd'hui tu fais 2 activités. Ouais. Tu as toujours été dans la multi-activité finalement. Ouais, complètement. J'ai eu un restaurant chinois aussi Okay. que j'ai transformé en magasin de jeux. Et ça d'ailleurs tu me racontais en off. Tu as pris la décision de basculer d'un restaurant à un magasin de jeux en une soirée? Ouais, alors déjà, il faut avoir l'idée de lancer un restaurant quand on n'est pas dans la restauration. Et tiens-toi bien, c'est un restaurant chinois. Donc, j'avais avec mon père l'idée de révolutionner un peu la gastronomie chinoise. C'était un peu prétentieux, mais d'arrêter les trucs en sauce, les plats toujours les mêmes. Je me disais, c'est bon quand on mange chinois, mais c'est bon quand c'est des bons produits frais, etc., etc. Donc, on a revu la carte, on a fait des choses beaucoup plus simples et qui ont plus de goût, moins de sauce et plus de saveur. Et ça a fonctionné, mais c'est tellement d'emmerdement quand on n'était pas dans la restauration, j'en pouvais plus, moi. Okay. Et donc, ça traînait dans ma tête que je me disais, je gagne pas assez par rapport à ce que ça m'emmerde. Et un jour, j'ai un copain qui vient à la maison et qui me dit, moi, j'essaie de monter une boutique de jeux, mais j'arrive pas à trouver d'endroit, ça fait 1 an que je cherche et tout. Et je lui dis, c'est bon, t'as trouvé. En une soirée, j'ai converti mon restaurant en boutique de jeux. J'allais licencier tout le monde. Le lendemain, j'ai annoncé à mon avocat qu'on allait licencier tout le monde et que je transformais mon commerce. Ok. Donc voilà, effectivement, c'est un choix assez radical. Faut pas trop se tromper, mais bon, voilà. Et donc ça, cette période justement d'entrepreneur où tu as pas mal de commerce, ça dure combien de temps? Ça dure. Alors le vidéoclub, je le garde 7 ans. À un moment, il y a Internet donc se développe et je me dis, ça va pas. Il va se passer quelque chose. Il y a une vague qui arrive qui est pas bonne. La première vague, c'est les DVD Cdiscount qui arrivent pour 99 centimes. Tu le reçois chez toi. Je me suis dit, moi, je loue un film 4 € ou 4,50 €, je sais plus. Mais il y a un décalage, c'est pas bon. Ensuite, il y a eu la première vague du téléchargement illégal de chansons. Okay. Tu pouvais télécharger titre par titre. Et je me suis dit, bon, allez, la prochaine vague, c'est des films. Donc, il faut que je vende. Et j'ai réussi à vendre 1 an avant que ce soit le bordel, quoi. Donc, 1 an avant que ce soit invendable. Et donc là, tu fais quoi une fois que tu as basculé là-dessus? Donc, tu quittes le monde de l'entrepreneuriat. J'ai toujours ma boutique de jeux. Ok. Donc, je reste dans le monde de l'entrepreneuriat. Et là, ce qui se passe, c'est que je rencontre un pool de joueurs de tous jeux confondus et on découvre le poker. Et on se met à jouer ensemble au poker. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai loupé la vague Magic, le jeu de cartes à collectionner, qui a rapporté énormément d'argent, y compris aux petits commerçants revendeurs. Et le poker arrive. Et je me dis, non, pas 2 fois. Je vais pas louper 2 fois un truc que je pressens, quoi, voilà, qui est dans mon univers et tout. Donc, je sais que l'univers du poker va marcher. Moi, je suis joueur, je gagne ma vie, je gagne de l'argent en jouant, mais c'est pas ça le truc. Il faut être de l'autre côté. Donc, je fais des pieds et des mains pour apporter des bouquins des États-Unis, pour essayer de trouver des choses à faire commerce en France. Puis, je trouve pas grand-chose. Il y a des gens qui me doublent, qui sont meilleurs que moi. Et au moment où je me dis, bon, je vais partir dans autre chose, on me propose de fonder un magazine de poker que je dirige pendant 3 ans et demi. Okay. Et c'est là que tout se précipite pour moi dans le milieu du poker. Donc là, ça y est, tu fais la bascule, tu rentres dans le monde du poker, donc dans lequel tu es encore aujourd'hui, donc qui est un grand trait de ta vie. Ouais. Tu crées ce magazine-là.
quelle porte s'ouvre à toi finalement grâce à ce magazine et à tout ce qui va se passer par la suite? Je suis assez opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'essaie d'être à l'écoute, de provoquer la chance un peu. Et puis c'est quelque chose qui me plaît, donc c'est assez naturel. Donc assez rapidement, je suis contacté pour commenter des tournois de poker. L'EPT, European Poker Tour, en gros, c'est la Ligue des champions du poker, donc c'est quand même vraiment un truc important. Et ça passe bien. Je devais être remplaçant de l'animateur, et puis finalement, je prends sa place parce qu'on me trouve meilleur, donc j'ai cette chance-là. Et puis, de fil en aiguille, on me propose des émissions où on va voir ma tête. On me propose de tourner une émission de 26 minutes pour le web. Puis finalement, comme ça se passe bien, que je suis pas trop chiant, que je fais mon boulot correctement, que je suis là à l'heure, on me confie des émissions de télé, puis une émission de télé-réalité, puis la Maison du Bluff. Et là, ça prend des proportions assez dingues, puisque je fais ça pendant 9 ans. Ouais. 9 ans de télé. Et le producteur devient... directeur de PokerStars France, le plus gros site de poker en France à l'époque, et il me nomme directeur de la communication. Donc j'ai 2 casquettes à nouveau, tu vois, je reviens à nouveau sur mes multiples casquettes, animateur de télé et commentateur de tournoi, et directeur de la communication. D'ailleurs, tu deviens en tant que commentateur, présentateur, parce que oui, tu représentes en gros toutes les grosses émissions poker, c'était toi qui les présentais à l'époque. On te surnomme d'ailleurs le directeur à ce moment-là. C'est vrai. Donc, tu as un rôle de directeur partout. Et donc, comment tu gères cette double casquette, encore une fois, en étant un peu l'image poker en termes de présentation, non pas en tant que joueur, mais en tant que présentateur, etc. Et ce rôle que tu as justement avec PokerStars où tu as les clés et tu as les rênes de PokerStars. Personnellement et professionnellement, c'est 2 choses différentes et c'est deux enseignements différents. Personnellement, faire de la télé, c'est très sexy, c'est glamour, c'est sympa. Comme je disais, je signe des autographes, on me reconnaît dans la rue. J'étais pas Jean Dujardin, bien sûr, mais t'as cette petite notoriété qui fait que tu te sens un peu des ailes. C'est rigolo, je le regrette pas du tout, hein, mais je l'ai vécu, donc j'ai coché la case et c'est vraiment très sympa. Professionnellement, c'est une expérience là aussi assez enrichissante parce que ça m'a appris à m'exprimer en public, à pas avoir le trac et à dire des choses les plus pertinentes possibles si je peux. Donc c'est un exercice aussi intéressant. La direction de PokerStars m'a appris le marketing, vraiment. J'étais déjà dedans, mais là on est dans le concret d'une très grosse machine, ça pèse 5 milliards, j'avais un budget de plusieurs millions, etc. Donc c'est une autre responsabilité. Et c'est marrant parce qu'il y a une casquette un peu légère, hein, animateur de télé-réalité, et une casquette beaucoup plus lourde de directeur de la communication. Et il fallait concilier les deux. Ouais. Et il y a que peu de gens finalement qui savaient que j'étais les deux. Voilà. Et là, tu gères combien de personnes? Parce que finalement, donc, t'as eu tes commerces où tu gérais des petites équipes, entre guillemets. Ouais. Là, PokerStars, tu rentres dans une grosse machine. Tu gérais combien de personnes à ce moment-là? C'est difficile à dire parce qu'il y a PokerStars France, t'as des étrangers qui travaillent pour la France depuis le Costa Rica, l'Angleterre, l'Italie, etc. Ouais. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. Au bureau français, on était, une grosse 60aine. Ouais, ça fait quand même du monde, ça fait quand même du monde basé. Et donc cette aventure poker et l'aventure PokerStars, elle dure combien de temps celle-ci? 7 ans. 7 ans. Et donc à ce moment-là, elle va prendre fin. Elle prend fin assez brutalement, même si on s'en doutait un peu, mais l'actionnaire principal de PokerStars décide d'arrêter les bureaux de PokerStars et tout recentrer sur l'île de Man et Malte, donc le bureau de Paris doit fermer. Moi, on me propose de rester, alors soit à l'île de Man, soit à Malte, et je décide de refuser, je décline. Ni l'un ni l'autre. Ouais, ni l'un ni l'autre, parce que je crois que 7 ans, c'est bien aussi, j'avais plus grand chose à dire. Et puis concrètement, c'est pas des destinations qui me faisaient vraiment rêver. Donc j'ai une famille, je me voyais pas déménager là-bas. Donc voilà, c'est la fin ça a été un peu brutal, mais ça a été la fin d'un cycle et c'est très bien comme ça. Et comment tu vis justement cette transition, puisque là tu as une situation qui était plutôt stable avec un beau métier, du plaisir aussi, parce que animateur, présentateur, il y a une notion de plaisir aussi derrière ça. Tout s'arrête brutalement. Comment tu vis cette période-là et comment tu fais cette transition vers ce que tu vas faire après? Je le vis assez bien, d'abord parce que, on va pas parler d'argent, mais je pars bien. Okay. PokerStars a été très correct avec tous les salariés, il n'y a pas eu un seul prud'homme. Okay. Donc j'ai plusieurs années, peut-être pas, mais j'ai au moins 1 an bien devant moi et probablement 2 et demi. Okay. Donc financièrement, j'ai pas à me poser trop de questions. Mais t'as pas le stress financier. Non, j'ai pas le stress financier. C'est vraiment très important. Et j'ai pas le stress de tomber de haut, de tomber de ma chaise parce que
j'ai très vite une proposition d'emploi pour créer un club de jeu à Paris. Les clubs de jeu vont se former, remplacer les anciens cercles de jeu, qui étaient un peu sulfureux, qui étaient un peu tenus par des gens peu recommandables. Donc là, on remet les compteurs à zéro et on me propose la direction d'un des établissements. Et j'ai à peu près 12 à 18 mois devant moi. Donc 12 à 18 mois d'indépendance financière où je sais que j'ai un boulot au bout. Okay. C'est plutôt confortable. Et on va juste faire un petit zoom rapide parce qu'il va y avoir un lien avec ce que tu fais également dans la partie roman. C'est que tu écris déjà des livres pendant cette période-là. Tu écris déjà des livres, donc des livres sur le poker, donc rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Mais tu as quand même déjà cette passion d'écriture par rapport à ça, ou en tout cas tu découvres ton talent, d'une certaine manière, ta facilité d'écriture. La facilité d'écriture, je l'avais déjà avant. Alors j'en ai pas parlé, mais avant je faisais des chroniques musicales aussi. J'ai fait près de 2000 chroniques musicales, mais de façon bénévole et amateur. C'était vraiment par passion. Et après, j'ai été rédacteur en chef d'un magazine. Ouais. Donc, j'ai appris à écrire vite et à éventuellement diluer un peu. Parce que des fois, tu dois faire 6 pages et t'as que 3 pages à raconter. Donc, il faut que tu peux pas mettre que des photos non plus. Donc, il y a des moments où voilà, tu dois apprendre à diluer un petit peu tes propos, et ça s'apprend, ça s'apprend sur le tas. Donc j'avais cette expérience-là. Effectivement, j'ai écrit 4 bouquins sur le poker, j'ai un peu profité de la mode, mais j'ai essayé d'apporter quelque chose. J'ai essayé d'apporter un regard nouveau sur la façon d'enseigner le poker ou de perfectionner les gens au poker. Ouais, t'as voulu avoir cet œil extérieur et non pas très intérieur comme on a pu connaître dans beaucoup de bouquins. Toi, tu voulais vraiment prendre la position du mec lambda qui va lire le bouquin. Exactement. Et pas lui dire tu joues comme ça, tu fais ça, mais lui dire on va réfléchir à quelles sont les meilleures options. Donc apprendre à réfléchir, c'était mon angle et ça a beaucoup plu. Donc le contenu du livre, il est le même que tous les autres bouquins. On peut pas, je vais pas réinventer le poker, mais la façon de l'apprendre était beaucoup plus ludique et beaucoup plus pertinente. Et ça a bien marché. Et c'est le bouquin de poker que c'est le mieux vendu en France. Déjà. Ouais. Donc, tu arrives à la fin de PokerStars. Il y a cette transition d'un an, un an et demi où justement les cercles de jeu reviennent de manière plus propre, etc. Et reprennent place à Paris parce qu'on avait des très très connus sur Paris, etc. Tu viens donc directeur d'un établissement, chose que tu n'as jamais fait, entre guillemets. Donc, tu découvres ce métier-là. Comment ça se passe cette découverte-là et comment tu vis cette première aventure dans ce premier cercle? Écoute, je vais pas mentir, c'est pas une expérience extrêmement agréable. Ça dure pas longtemps, ça dure 1 an. On est interrompu par le Covid, donc j'en profite pour changer d'air, quoi. Voilà. Okay. Ça s'est pas très bien passé, mais bon, ça arrive. Hein. Et donc là, tu arrêtes. T'as un plan derrière ça ou Non, j'ai pas de plan. J'ai une certaine tranquillité financière puisque voilà, j'ai réussi à gagner mon indépendance entre guillemets, mais j'ai envie de reprendre quelque chose. Les bouquins commencent à bien marcher, il y a des choses très intéressantes qui commencent à arriver à mes oreilles et je me dis que c'est peut-être le moment de croire en moi en tant qu'auteur et de ne pas courir plusieurs chapelles à la fois. Et comment on écrit justement ce premier livre? Donc aujourd'hui, t'en as sorti 4. Ouais. Comment t'écris ce premier livre et comment tu te dis j'ai envie d'écrire un roman et j'ai envie d'écrire des polars finalement? Il faut remonter plusieurs années en avant où je lis tout simplement et à chaque fois que je lis je me dis j'essaierai bien un jour. Okay. Moi je suis un peu touche à tout, j'aime bien voir comment les choses fonctionnent. J'aime bien le mécanisme du truc, tu vois, comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, et me l'attribuer ou essayer, quoi. Je suis pas trop spectateur, j'aime bien être actif. Seulement, écrire un bouquin, j'avais jamais fait ça. Enfin, un roman, j'avais jamais fait ça. Et arrive le moment où PokerStars s'arrête et j'ai donc 12 à 18 mois devant moi et je me dis c'est le moment. J'ai pas de pression, j'ai rien à faire. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Okay. Donc j'essaye. J'écris un premier chapitre, mais bon, c'est pas trop mal. Je continue un deuxième, puis un troisième, un quatrième, puis au bout de 5, je me dis bon, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, ça me plaît. Ouais. Là maintenant, il faut que je prenne les choses plus sérieusement. Donc je remonte à l'envers, je crée des fiches de personnages, je rechapitre un peu tout. J'essaie de travailler plus solidement mon projet. Et puis je continue. Puis à la fin, voilà, c'est terminé. Je relis le tout et je me dis, c'est pas mal, quoi. Enfin. Et ça, tu le fais je trouve ça pas mal. Tu fais ça de manière autodidacte ou oui. Où tu essaies de prendre des conseils auprès de gens potentiellement que tu as lus, qui t'ont intéressé, etc. Je connais personne. Je vais te raconter après comment ça s'est passé, mais j'ai un copain qui écrit, lui qui a beaucoup de succès toujours maintenant. Mais bon, je
prends pas de conseils auprès de lui, j'essaie de faire mon truc dans mon coin. La seule règle que je m'impose, mais vraiment elle est fondamentale, c'est de n'avoir que du plaisir. À aucun moment je me suis dit allez, faut que j'aille bosser. Je n'ai écrit chaque virgule, chaque mot que en ayant envie. Okay. Pourquoi ? Parce que je me suis dit il y a 99,9% de chances que ça finisse à la poubelle. Donc au moins j'aurais pas le regret, je me serais pas dit ouais, j'ai travaillé, j'ai trimé tout ça pour rien. Donc si j'ai que du plaisir, bah, le reste, ça sera du bonus, et s'il n'y a pas de bonus, bah tant pis. Et la méthode que tu apprends à ce moment-là, ou que tu t'imposes, donc avec ces fameuses fiches de personnages, etc., c'est ce que tu fais encore aujourd'hui ? Non, j'ai dans laissé le concept. tomber. Non, j'ai laissé tomber. T'as laissé tomber, okay. C'était trop scolaire. Okay. Non, c'est paradoxal, mais c'est plus intuitif maintenant, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Et donc, j'arrive avec ce manuscrit, et puis je sais pas trop quoi en faire. Je sais que si j'envoie par la poste, ça va mal se passer. Donc j'ai un pote, un ami de lycée, pardon, okay. Qui s'appelle Henri Levenbruck, qui lui a publié 17 bouquins, beaucoup de succès chez Flammarion, etc. Et je lui envoie naïvement, du genre, ton pote écrit un bouquin. Ce que je sais pas, j'apprends plus tard, c'est qu'en fait tout le monde lui envoie un manuscrit en disant j'ai écrit un bouquin, tu peux le lire. Donc ça le saoule. Okay. Et il le lit pas. Et moi, j'attends qu'il le lise en me disant, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Et évidemment, il a autre chose à foutre. Et voilà. Et à un moment, bon, à force de le tanner, il lit trois chapitres. Et il m'appelle et il me dit, Alexis, c'est pas mal. Tu devrais contacter, peut-être Michel Lafon, c'est typiquement leur cam, ça pourrait les intéresser. Je dis, bah, d'accord, mais, est-ce que tu connais quelqu'un? Il me file un numéro, la nana, tu parles, je la harcèle, je lui téléphone pendant 3 mois. Elle me répond pas. À un moment, elle décroche, parce que je lui ai laissé 45 messages, hein. Elle dit oui, je sais qui vous êtes. Et elle me dit bon, on va se voir entre 2 rendez-vous. Donc entre 2 rendez-vous, on se voit. Elle est très sympa. Et je lui remets mon manuscrit, je lui explique un peu mon parcours, mon envie, ma façon d'écrire, etc. Ça passe, le courant passe. Elle me dit bah je vais le lire tout de suite. Donc on se sépare et 1 semaine après, elle m'envoie un SMS, elle me dit je suis conquise, on signe. Et je suis devenu écrivain ce jour-là. Incroyable. Voilà, c'est un truc de fou. Donc une maison d'édition essayée et s'est transformée tout de suite. Ça arrive jamais. Hein. Ouais, finalement, c'est un parcours rêvé quasiment. Ouais, il a fallu pousser le destin, etc. Mais ça reste un parcours rêvé. D'ailleurs, c'est toujours ta boîte d'édition. Michel Lafon, ouais. Donc, ça y est, tu deviens écrivain. Donc, cette nouvelle double activité. Alors, elle est malheureusement écornée parce que le jour, je sors le 9 février. Et le 14 mars, on a 2 mois de confinement avec tous les commerces fermés, interdiction de sortir de chez soi. Donc Alexis Lebsker en librairie, inutile de vous dire que c'est un peu, ça prend la poussière sur les étagères. Et dès qu'on rouvre, hop, c'est le premier titre qu'on dégage pour mettre une nouveauté. Ouais. Donc j'en vends pas, je me ramasse complètement. Okay. J'en vends moins de 2000. Parce que malgré tout, pas dégueulasse, mais c'est vraiment pas à la hauteur de mes ambitions et de celles de Michel Lafon. Et coup de bol quand même, ce qui sauve le livre, c'est que j'ai le prix du meilleur polar, prix des nouvelles voix du polar, en poche. Okay. Et là, ça éclate après. Ça explose en poche. Ouais. En fait, ça explose après. 1 an après. Grâce à ce prix. Et d'ailleurs, pour faire un petit zoom comme ça, quand tu signes avec les éditions Michel Lafon, tu signes pour plusieurs livres ou tu signes pour un livre et en fait chaque livre devient un peu un tournant et te permet d'écrire le deuxième et te permet d'écrire le troisième. Enfin, t'ouvres des portes en fait au fur et à mesure du temps si les livres fonctionnent. Alors il y a plusieurs questions dans ta question. Moi j'écris pour j'ai signé pour un bouquin. Okay. Mais il y a une clause qui leur donne la préférence pour le prochain manuscrit. Donc je suis lié à eux. Okay. Ce qui est à double tranchant. Moi, pendant la période du Covid, que je vis globalement plutôt bien, mais je suis effondré parce que je me dis j'ai écrit mon bouquin et j'ai écrit un bouquin pour rien, quoi. Ouais. J'ai mon éditrice au téléphone, je lui dis bah voilà, je suis désolé, je fais ce que je peux. Elle me dit non mais on croit en toi, on pense que t'as un style et tout, t'as de l'avenir, on te signe le prochain, concentre-toi sur le prochain. Donc comme ça tombe bien, j'avais une idée, je savais exactement où j'allais. J'ai écrit le suivant qui a beaucoup mieux marché, etc. Et comment justement, parce que là tu bascules complètement, tu deviens écrivain. Ouais. Donc c'est-à-dire que ça y est, écrivain, attention, écrivain, ça sous-entend que c'est ton métier, que t'en vis. À l'époque, j'en vis pas. Non, mais tu le deviens parce que je gagne des petites cacahuètes. Mais ça devient quand même sérieux puisque le premier, même s'il explose, il marche à retardement, mais il se met à fonctionner. Ouais. Et puis le deuxième fonctionne encore un peu mieux.
donc entre guillemets, tu te prends au jeu de cette aventure-là. Puis, tu sais, c'est vachement gratifiant. C'est la première fois vraiment que, à partir de rien, là c'est pas du poker, c'est quelque chose que j'invente depuis le début. Il y a un engouement, c'est sur les étals des libraires et tout. C'est un sentiment assez particulier quand même. Et donc, et comment se passe justement cette évolution où l'appétit vient en mangeant, t'écris de plus en plus, j'imagine de plus en plus, tu sors, parce que je parlais tout à l'heure en off du nombre de bouquins, t'en sors 4 en 4 ans, donc t'as un rythme qui est assez, pas venu pour rigoler. Qui est assez soutenu. Comment tu vis justement cette évolution où tu deviens finalement de plus en plus reconnu dans ce domaine-là? Ça y est, tu prends ta place avec ceux avec lesquels t'as échangé ou t'as lu il y a quelques années en arrière. Je crois que d'ailleurs tu rencontres des auteurs dans les salons. Comment tu vis ça, ce changement? Moi, j'ai quand même l'habitude des changements puisque ma vie m'a mis à préparer, tu vois. Mais effectivement, c'est assez gratifiant. C'est une nouvelle expérience. Je suis très bien accueilli dans le milieu du polar. Il y a pas de distance. C'est pas hautain. Ce sont des gens qui sont très bienveillants à mon égard. Grâce à justement Henri Leeuwenbruck aussi, qui me présente à pas mal de gens, qui m'intègrent dans les groupes. Mais j'ai pas besoin d'être introduit. En fait, ça se fait naturellement. Les gens sont cool. Il y a pas de rivalité. On essaie tous de vendre le plus de bouquins possible, mais on est conscient que c'est pas en écrasant le concurrent que ça va se faire. Donc c'est plutôt sain comme relation, et donc ça décuple encore le plaisir. T'as pas l'impression d'être l'intrus, le bisu, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as pas l'impression d'être petit dans un coin et. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourtant, j'étais petit nouveau et petit en vente, tu vois. Et donc quelques années plus tard, donc t'as 4 bouquins. Pas mal de prix à ton actif. Je suis très fier de ça. Comment Alexis, tu rédiges finalement, comment tu pars de j'ai l'idée, je rédige le livre, quel est le process un peu dans ta manière d'écrire? Tu m'as dit tout à l'heure, les fiches c'est fini, c'était trop scolaire, donc maintenant c'est comment ça fonctionne? Alors déjà, le gros problème de début, c'est l'idée. Il faut une idée qui va te faire 350-400 pages à peu près. Moi, je commence par la fin, c'est-à-dire que je connais ma fin et c'est sur ma fin que va reposer le bouquin. Je fais pas partie de ces auteurs qui improvisent au fur et à mesure et je sais même pas comment ils font. Okay. J'ai pas du tout de mépris en disant ça. Je suis assez fasciné. Comment tu peux commencer un bouquin sans savoir comment il va se terminer? Ça m'épate. Moi, je sais déjà pourquoi le tueur tue et comment il tue et comment il va se faire choper. Ouais. Mais j'ai pas tout le milieu. Et c'est tout le milieu, toute la construction du milieu, comment l'enquête va avancer, qui me demande le plus de travail. Mais avoir l'idée de la fin, ça c'est chaud, parce qu'il faut que le lecteur referme le bouquin en se disant « waouh ». Et le « waouh », t'en as pas toutes les semaines, tu vois. Donc il faut construire ça, c'est pas facile. Après, pour répondre plus précisément à ta question, je commence par chapitrer. C'est-à-dire, je dis, bon, alors, chapitre 1, il se passe ça, on découvre un cadavre. Chapitre 2, il se passe ça, etc. Et là, j'y arrive plus. Au bout de 5-6 chapitres, je suis devant un tableau Excel, et ça me parle plus. Comment je peux savoir que chapitre 28, il va se passer ça, chapitre 83, il va se passer ça? J'y arrive pas. Ouais. Donc, j'abandonne, et je me mets à écrire. Et là, en écrivant, j'avance parce que je me dis, ah mais non, mais il faut qu'il fasse ça serait tellement mieux. Et, je vais paraître fou, hein, mais mes personnages me portent aussi. Par leur dialogue, par leur personnalité, je me dis, ah ben non, ils feraient pas ça, ils font ça, ils partent là-dedans, et ah ben ouais, c'est bon ça. Et du coup, cette espèce de flottement, il rend les choses beaucoup plus naturelles. Je sais où je vais, mais c'est eux qui me portent jusqu'à destination. De toute façon, pour moi, l'écrivain, le romancier des polars a un côté fou, de toute façon, dans ses histoires. Je ne vous permets pas. Il va aller. Je suis venu amicalement, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il est obligé d'aller chercher des choses où, vraiment, dans le parcours, quand tu lis, des fois, tu te dis, mais le mec qui a écrit ça, il est un peu dérangé quand même. Mon éditrice m'a dit, quand je lui ai remis le 3e scénario, elle m'a dit, où est-ce que tu vas chercher ça? Faut qu'on parle, quoi. Ça va? Et là, le dernier que j'ai remis, qui va sortir en mars 2024, j'ai dit non, il est beaucoup plus sage, celui-là, il est beaucoup moins violent et tout. Elle m'a dit, il est moins violent, faut quand même que tu arrêtes de découper des gens. Et aujourd'hui, donc, tu as cette double activité, comment tu le vis toi? Tu arrives à bien switcher entre ces deux casquettes et à prendre autant de plaisir dans les deux domaines qui en ont rien à voir pour le coup. Oui, alors pour le coup, j'arrive à bien switcher. Là, il n'y a pas de doute parce que c'est tellement différent que ça va.
J'arrive à bien le vivre les deux parce que c'est deux activités vraiment passionnantes. Évidemment, le club, c'est que des emmerdes, mais c'est mon boulot, j'aime ça, j'aime gérer ce genre les problèmes, les choses comme ça, les problématiques, essayer d'améliorer, de me battre pour trouver des idées, etc. Je travaille avec une équipe vraiment fantastique et tout. J'ai vraiment cette chance d'avoir une ambiance de travail qui est très précieuse, à laquelle je suis très attaché. Donc ça, c'est très positif. Les deux le sont. Mais le problème, c'est pas le temps pour écrire. Parce que le temps, on trouve toujours, hein, toujours un peu de loisir, on a quand même des fenêtres. Le problème, c'est la liberté de penser, la ressource intellectuelle, tu vois. Ouais. Je suis sur le club, je suis sur les problématiques, j'y pense, même quand je suis en bagnole, quand je suis chez moi, etc. Et du coup, j'ai plus assez de cases libres, vides, pour penser au roman. Ça, c'est chiant. Ouais, parce que ça se mûrit une histoire, tu vois, et ça se travaille oui, les problèmes de façon un peu passive, mais les problèmes ne restent pas fermés dans l'établissement et te suivent en tant que directeur. Exactement. Donc j'ai pas cette liberté de penser nécessaire à sortir de nouveaux bouquins, à créer de nouvelles histoires. Alors Alexis, donc 4 livres maintenant, donc le prochain sort en mars 2024, mais je crois que ça va même plus loin maintenant et que tu vas continuer d'avancer dans tes nouvelles branches, c'est que tu deviens scénariste, puisque deux de tes bouquins vont être adaptés au cinéma. Oui, Le Mangeur d'âme qui sort le 3 avril, mais je suis pas scénariste, là c'est juste une adaptation qui a été faite par des scénaristes et un producteur évidemment, avec Virginie Ledoyen et Sandrine Bonner et Paul Ami. Bon, c'est une énorme fierté, tu t'en doutes, c'est un énorme jalon quand tu t'es adapté, c'est vraiment le Graal. Et ça s'arrête pas là. Hurlement, mon dernier roman en date, va être adapté, en tout cas est en cours d'adaptation. Et là, j'ai demandé à être co-scénariste avec Marina Devanne, qui a déjà un CV impressionnant. Donc là, c'est encore une nouvelle vie, tu vois. Ouais, tu vas apprendre un nouveau métier encore là. Un nouveau métier, exactement. Et c'est assez marrant et c'est drôle parce que je prends beaucoup de plaisir à écrire un scénario. C'est encore un autre exercice, mais ça me renouvelle un petit peu, tu vois. C'est un nouveau challenge et j'aime bien ça. Et le film donc sort le 3 avril, c'est ça? Tu l'as déjà vu ou oui? Et alors, qu'est-ce que ça fait de voir son écriture à l'image? Bah, en fait, j'avais déjà été assez ému au tournage puisque j'avais assisté à quelques scènes. Et c'est drôle de se dire que t'as tout un barnum de 60 personnes, des comédiens, des machins, de la lumière, des micros pour des textes que t'as écrits, quoi, qui sortent de nulle part. Donc ça, c'est déjà assez émouvant. Et le voir, évidemment, c'est une récompense, c'est une sensation unique. Moi, ma grosse frayeur, c'est que ce soit une énorme merde, tu vois, et que je me dise, oh là, je vais être obligé de le cacher sous le tapis, ce film. Donc c'était la seule crainte que j'avais, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, moi, je suis très mal placé pour savoir si c'est bien, très bien, assez bien, etc. Mais c'est. Oui, mais d'un œil où c'est toi l'écrivain. C'est pro, ça, c'est vraiment bien, c'est rythmé. Il y a tout ce que je voulais dedans, et je suis fier et je le porterai vraiment parce que sincèrement. Voilà. Et ça te donne des envies, au-delà d'écrire des livres, ça te donne des envies d'écrire des films, pour évidemment, le coup. Évidemment. Et t'as des projets déjà là-dessus? Non, pas encore. Bah là, déjà, je suis bien bordé en termes de projets, donc je vais essayer de dormir un peu la nuit quand même. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que ça te donne envie. Ça me donne envie de peut-être attaquer directement un scénario sans passer par le roman. Ouais. Ok. Et donc le Alexis multi-activité, demain, quels sont tes objectifs? Où est-ce que tu veux aller? Quels sont éventuellement tes rêves par rapport à ça? Toujours pareil, c'est de pousser le club le plus loin possible. C'est un club qui mérite, qui a un gros potentiel. Donc recruter, là, on recrute des croupiers. S'il y a des gens qui veulent changer de vie, justement. N'hésite pas à faire un zoom dessus, parce que pour le coup, dans la reconversion professionnelle, il y a pas mal de jeunes éventuellement qui n'ont pas de diplôme ou aujourd'hui ont des problèmes de sélection. Croupier, c'est un métier qu'on peut faire justement sans qualification. Ouais, absolument. C'est un métier qui est très très méconnu et auquel on pense jamais, mais qui est accessible avec très peu de qualifications, puisqu'en quelques semaines, on devient croupier, sans diplôme, sans formation préalable. Donc, la formation est financée par Pôle emploi, par Pôle emploi. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment que du bonus. C'est un métier qui donne une rémunération qui est très correcte. Si vous êtes bosseur, vous pouvez même bien gagner votre vie. Et c'est une des rares, vraiment très rares professions où il y a une possibilité d'ascension sociale. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut devenir cadre en quelques années. Donc ça, j'en connais assez peu des formations comme ça. Et cadre, c'est membre du comité de direction. Dans un casino, on gagne bien sa vie. On peut travailler dans toute la France et même à l'international. Voilà, avec une formation courte et avec un parcours professionnel assez court.
Donc voilà, je vous invite, Club Circus, vous pouvez me contacter. On mettra le lien comme ça. Mais c'est un métier dur, avec des horaires décalés, qui nécessite une exigence, pas plus qu'ailleurs, mais qui nécessite une exigence, et il faut avoir un casier judiciaire vierge, absolument. En tant qu'écrivain, donc là, tu as 4 livres, un nouveau sort en mars 2024. Ouais. Est-ce qu'il y a un prix que tu rêves d'avoir? Tu en as eu plusieurs dans plein de domaines différents. Est-ce qu'il y en a un, tu te dis, si j'ai celui-là, c'est parti. J'aurais atteint quelque chose. Il y en a plein, il y en a plein. Le prix IEL, j'ai raté le prix européen, le point prix du meilleur polar européen. J'étais finaliste, je crois que j'ai fait deuxième ou troisième. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. Et puis le Landerneau, il y a des prix que je peux pas avoir. Mais non, il en reste encore pas mal, ouais. Si tu en fais un point, on arrive à la fin du podcast. Si tu fais un peu un point sur toute ta carrière, est-ce que tu as des regrets? Et est-ce que tu estimes que ton parcours, t'en es fier? Je pense que oui, mais est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, j'aurais peut-être pu faire différent? Ouais. Quoi? Oui, voilà. Merci Alexis. Oui, je pense que j'ai manqué d'audace. Ça peut paraître étonnant puisque j'ai fait plein de trucs, j'ai lancé plein de trucs, mais j'aurais pu croire plus en moi. Ok. Je pense que les gens qui sont, j'ai envie de dire faits pour réussir, je pense pas être fait pour réussir, puis réussir, il faudrait définir réussir, mais il faut que vous croyez en vous. Pas aveuglément, mais si vous êtes bosseur, si vous vous posez les bonnes questions, si vous vous remettez en question, si vous suivez des modèles, que vous êtes humble, ça va marcher. Il faut y croire, il faut pas se dire mais c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, tout est compliqué. La médiocrité est compliquée, hein. Mais essayer de s'élever, c'est possible, et moi j'y ai pas assez cru. Je pense que j'aurais pu atteindre mes objectifs beaucoup plus tôt. Peut-être pas aller beaucoup plus haut, mais en tout cas gagner du temps. Donc je pense que ça, c'est une des grandes leçons. La deuxième grande leçon, mais là c'est presque plus une philosophie de vie, c'est que je me suis trop inquiété pour rien. J'ai eu peur de tout, de perdre mon emploi, de perdre ceci, Il faut avoir un peu confiance en ce qu'on est capable de faire. On est capable de rebondir de façon beaucoup plus surprenante qu'on le croit. Et je me suis angoissé pour rien. Maintenant, je suis complètement zen. Ok. Ouais, les problèmes ne sont pas pires sous prétexte qu'on les prend en soi, tu vois. En revanche, le fait d'être un peu anxieux m'a permis d'anticiper énormément d'emmerdements. Donc, faut arbitrer aussi, tu vois. Mais oui, c'est les deux regrets que j'ai, c'est de pas avoir plus cru en moi et d'avoir un peu trop angoissé. Donc, ce qui pourrait être des conseils également à l'opposé pour des gens qui demain souhaitent justement, qui sont dans cette voie-là et ont la peur du changement pour plein de raisons. Ça peut être des notions financières, ça peut être des notions familiales, etc. Le conseil que tu donnerais, c'est donc d'oser. Oui, oser, mais c'est un peu, c'est un conseil un peu facile. Oser, c'est facile quand tu risques rien et que t'as un peu réussi. Mais moi, je me mets à la place des gens qui n'osent pas, justement, qui hésitent. La première chose, c'est il faut se poser la question d'où on vient. Est-ce qu'on a envie de perdre ce qu'on a? Il est évident que si on a un très bon métier qu'on aime, c'est beaucoup plus difficile de changer de vie que si on a quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on est mal rémunéré. Donc, évidemment, on n'est pas tous logés à la même enseigne quand on veut changer de vie. Mais a priori, si on veut changer de vie, c'est qu'on n'aime pas trop ce qu'on fait et qu'on n'est pas trop bien payé. Mais la vraie question, c'est pas ça. C'est pas est-ce que je vais réussir ma nouvelle vie? Parce qu'on a le droit à l'échec. On a le droit de se tromper. C'est quelle est la probabilité que je retrouve ma base? Je quitte mon métier, quelle est la probabilité que je retrouve un métier à peu près équivalent? Si la probabilité est élevée, vous prenez pas de risque. Vous allez retomber où vous êtes. C'est peut-être pas réjouissant, puisque c'est pas là que vous vouliez aller, mais le risque, il est pas énorme, quoi. Donc, il faut essayer d'oser, faut tenter des choses. Encore une fois, si on se pose les bonnes questions, qu'on est bosseur, en général, ça marche, quoi. Merci beaucoup, Alexis, pour ton témoignage. Merci à toi. Ça a été un plaisir de se retrouver autour de micro quasiment 10 ans après. Ouais. On va suivre tes futurs livres qui arrivent, donc le prochain mars 2024. Oui, ça va s'appeler D'entre les morts. C'est pas tout à fait une histoire d'amour et c'est chez Michel Lafon. Ça, on a bien compris. Merci beaucoup, Alexis. Salut. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.